d'une solution à une angoisse qui est portée par le réel. Le fétiche donc possède un pouvoir de commander le réel et de résoudre l'angoisse réelle par donc le transport imaginaire sur le symbole. Alors, exemple de fétiche qu'on a eu il y a quelques années, c'était justement le vaccin Covid. Le vaccin Covid a agi comme un réel fétiche, pour ça qu'il a été plébiscité de manière quasi religieuse, je dirais. Donc, dans le Covid, l'angoisse, c'était l'angoisse réelle de la mort, alors pas nécessairement mort Covid d'ailleurs. Et l'imaginaire essaie de formuler une possibilité d'une vie éternelle, ou en tout cas d'une vie débarrassée de cette mort. Et celui qui va symboliser ça, c'était l'injection par le vaccin. Donc, sauf que cette injection, elle aurait tout aussi bien pu être une pierre de vie, un anneau d'éternité ou une couronne de jouvence. En fait, on investissait effectivement le vaccin Covid de pouvoir qu'il n'avait pas pour essayer de se soulager imaginairement d'une angoisse réelle qui est celle de la mort. Eh bien, pour les poupées chines, c'est la même chose. L'angoisse réelle, c'est celle de la pédophilie, de la pédocriminalité et de la prostitution des mineurs. Simplement, on refuse de regarder ça en face, et donc l'imaginaire refuse donc cette angoisse et accepte de projeter sur les poupées et l'existence donc d'une enfance innocente qui est sauvée par l'action de l'administration. Donc voilà. Donc c'est très dangereux effectivement aujourd'hui de critiquer l'action du gouvernement sur le fait d'avoir sauvé des poupées de la pédophilie de leurs propriétaires, parce que ce serait insulter, si vous voulez, le totem quelque part. Et donc ça, c'est toujours très grave d'insulter le totem. Et Michel Hammas, hélas, restera inaudible tant qu'il y aura cette dimension fétichique et totémique, donc à cette action sur les poupées chines. Voilà. Donc pour conclure, puisqu'on arrive à la fin, il y a vraiment une débauche de moyens indécente autour des poupées chines qui permet en fait de tout simplement symboliser le sauvetage des enfants innocents sur des poupées donc fétichisées, quand bien même aujourd'hui l'ASE est le lieu par excellence de la prostitution des mineurs, qu'on sait exactement ce qui s'y passe et qu'on ne fait absolument rien pour empêcher cela. Non seulement on fait rien, mais on peut dire quelque part qu'il y a une complicité presque active, non seulement de l'administration mais de la justice, puisque vous le savez pas, mais je vais le rappeler, les juges des mineurs, donc ceux qui placent à tour de bras et de manière excessivement abusive les enfants dans les foyers. Je rappelle qu'il y a des enfants qui sont placés pour des raisons pusillanimes en dehors de leur famille dans des foyers et qui deviennent à cette occasion des prostituées, de sorte que en fait la honte s'abat de four. Eh bien, les juges qui ont dans leur fonction la possibilité d'aller contrôler et de mettre bon ordre dans ce qui se passe dans les foyers ne le font pas. Et donc, ces foyers deviennent, selon l'expression même du rapport, donc Isabelle Sancléo, tout simplement, des viviers à prostitution, où des mineurs, dès l'âge de 11 ans, des jeunes filles en général, sont livrées au proxénétisme sans qu'on ne fasse rien, à part quelques comités qui ne servent à rien, à part quelques associations qui seront évidemment sans moyens pour lutter contre le grand banditisme qui aujourd'hui s'est emparé de ces pauvres enfants, hélas, livrés tout simplement, point liés, comme dans le tableau justement du palais de Tokyo à la prostitution. Et c'est vraiment un scandale. Et là, Michel Hammas a tout à fait raison de s'énerver. Les poupées chines, c'est du vent, c'est n'importe quoi, ça ne résout rien et ça permet à peu de frais de se donner une bonne conscience effectivement qui est tout à fait questionnable quand on sait les chiffres qui sont connus de tous de ce qui se passe à l'aide sociale à l'enfance sur la prostitution des mineurs. Déjà en 2022, il y a eu la commission Taquet parce que des enfants s'étaient suicidés à les donc on a dit plus jamais ça, on va vraiment taper du poing sur la table et faire en sorte que tout ça ne se reproduise plus. Mais derrière le suicide des enfants, il y a évidemment leur détresse psychique, et derrière la détresse psychique, il y a deux choses. Il y a évidemment les agressions sexuelles subies par les jeunes filles et la médication forcée qui en général entraîne vers tout simplement ensuite la drogue derrière et qui fait que les enfants sont complètement perdus, livrés eux-mêmes, sans aucun soin, sans aucune manière de les prendre en charge. Et toute cette violence-là, elle est connue, elle est reconnue. Et tous les ans, tous les 2 ans, on va avoir une commission qui se dit plus jamais ça. Mettons en place des comités administratifs, payons des associations, comme ça on pourra lutter contre toute cette pédocriminalité. Et quelle blague. Et évidemment, comme vous le dites, ça prouve tout simplement, et vous l'avez très bien dit, que de toute façon, en France, manifestement, alors je sais pas quels sont les autres chiffres dans d'autres pays, mais en France, manifestement, on a une tolérance extrêmement inquiétante vis-à-vis de l'agression sexuelle sur les enfants. Et ça existe depuis très longtemps, il va falloir en parler sérieusement. On va dire oui, c'est du complotisme, etc. Quand bien même, je vous disais, l'historien Yvan Jabonka montre que dans les rapports administratifs, déjà au XIXe siècle, on avait ce genre de témoignages qui remanquaient. Donc la vraie question, elle est pour moi de nature un peu psycho-politique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que dans notre psyché, on ne veut pas regarder ça en face, pourquoi on ne veut pas agir contre ça. Il y a également donc un auteur policier qui s'appelle Agnès Noda, donc qui a écrit elle en tant que policière sur ce qu'elle voyait
comme cas effectivement de pédocriminalité, et elle a été extrêmement violemment mise à mal par sa hiérarchie, qui l'a accusée en fait de trahir le secret de l'instruction, etc., etc. Donc c'est tout à fait difficile de comprendre pourquoi rationnellement, alors que toutes les données sont sur la table, on ne veuille pas agir concrètement. Et je vous disais, les juges des mineurs auraient parfaitement la possibilité de venir mettre bon ordre, de fermer en particulier les foyers dans lesquels il y a de manière évidente des recours à la prostitution, mais c'est jamais fait. On se demande même à quel point la fonction objective de l'aide sociale à l'enfance, c'est pas de constituer un vivier d'enfants qui seront ensuite à la disposition des pédocriminels, des pédophiles, en tout genre, parce que quand on voit les chiffres qui sont rappelés, donc on parle pas de cas isolés, on parle pas de dysfonctionnement justement. Il faut, je dis en conclusion, il faut écarter ce mot dysfonctionnement de l'analyse, parce que le dysfonctionnement c'est le truc un peu contingent, qui arrive, mais c'est un peu le hasard. Et si on faisait un peu mieux les choses administrativement, tout ça aurait disparu. C'est pas le cas du tout. Il y a quelque chose de profondément malsain qui, à mon avis, est très structurel et qui montre qu'en France, on a un vrai problème avec la sexualisation des enfants. Et hélas, alors je vais conclure là-dessus, le fait qu'on ait un président qui lui-même, je le rappelle, a manifestement eu ses premières relations avec quelqu'un de 25 ans plus âgé alors que lui-même n'avait que 14 ans. Peut-être que c'est de nature aujourd'hui à expliquer certaines choses, notamment ce palais de Tokyo, on l'a vu, cette image pédocriminelle du palais de Tokyo. Je rappelle que en off, officieusement, celle qui a la main haute sur l'enfance et sur l'éducation, d'ailleurs, c'est Brigitte Macron. On sait que Brigitte Macron, c'est elle qui nomme tous les ministres de l'éducation, mais qui est aussi chargée d'avoir la main haute sur toutes les questions de l'enfance et de protection de l'enfance. Donc, voilà, est-ce que Brigitte Macron, les enfants, la sexualisation des enfants dès leur plus jeune âge, est-ce qu'il n'y aurait pas une relation de cause à effet? Alors, je vais avoir l'air complotiste de dire ça, mais moi, je me pose vraiment des questions parce que les faits sont là. Encore une fois, vous savez, moi, en tant que écrivain philosophe, je fais un peu comme en science, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de partir des faits, de sourcer les faits pour ensuite mener des analyses un peu plus philosophiques ou théoriques. C'est l'intérêt de ces chroniques biopolitiques. Mais là, effectivement, et scientifique. Donc, il y a quand même quelque chose de c'est toujours très précis, ce que vous dites. Oui, j'essaye d'apporter dans mes analyses un peu les habitudes que j'ai en tant que chercheur, d'où le fait de revenir aux documents, de revenir aux sources et d'essayer ensuite de porter des analyses structurelles là-dessus. Et là, donc, l'aide sociale à l'enfance, c'est un sujet que je connais très bien, évidemment. Et donc, la pédocriminalité qui subit l'aide sociale à l'enfance, c'est quelque chose qu'il faut vraiment analyser. Il y a trop peu de recherches là-dessus. On se contente de dire en général ça existe, et effectivement les témoignages remontent difficilement parce que depuis toujours on accusait les enfants de l'aide sociale à l'enfance qui étaient victimes donc d'agressions sexuelles d'être des gens vicieux qui mentaient, disant oh là là, regardez, ces enfants cherchent à se venger de leur tuteur et donc ils les accusent comme ça d'agression sexuelle, mais tout ça c'est pas vrai. Et il y a même eu au 19e siècle et au début du 20e siècle des psychiatres qui étaient spécialisés dans le fait de dire que les enfants mentaient. C'était des pervers polymorphes, donc ils mentaient. La seule chose qui les intéressait, c'était d'obtenir la condamnation de leur tuteur parce qu'ils avaient des comptes à régler avec cela. Donc de toute façon, les paroles, notamment des enfants qui sont agressés sexuellement dans les foyers, est toujours remise en cause. Et les manières indirectes qu'on a de repérer ces enfants-là, c'est souvent ceux qui, sont victimes de problèmes psychiques importants comme l'énurésie, l'encopresie, donc le fait de faire pipi au lit très tard, par exemple, qui est souvent un signe d'agression sexuelle en fait indirecte, mais c'est comme ça un petit peu, si vous voulez, qu'on a tendance à les repérer. Donc c'est pas que les proxénètes qui ont les mains libres, c'est aussi toute l'institution des juges aux médecins, parce que je rappelle par exemple dans l'affaire Pierre-Alain Coutinho. Donc Pierre-Alain Coutinho, vous savez, c'était ce candidat de la France Insoumise pour les législatives, du côté de la Loire-Atlantique d'ailleurs, je crois, qui était en même temps famille d'accueil pour les enfants d'aide sociale à l'enfance et qui en fait violentait sexuellement les enfants dont il avait la charge, qui n'avaient jamais plus de 6 ans, je le rappelle, et qui ensuite diffusait sur le dark web ces images-là en proposant de louer à des pédocriminels et pédophiles donc ces enfants-là. Pierre-Alain Coutinho donc en fait droguait les enfants
avant de les livrer aux agressions sexuelles. Il est drogué avec du Xanax. Et la question, c'est qui prescrivait le Xanax? C'est bien évidemment des médecins. Et donc en fait, il y a toute une médication de l'aide sociale à l'enfance qui est prescrite par les médecins de manière complètement aveugle et qui permet ensuite de droguer les enfants et de faire en sorte qu'ils soient, hélas, plus disponibles pour les agressions sexuelles. Ça s'est déroulé exactement de la sorte, donc dans les procès de Châteauroux l'année dernière, où on a révélé effectivement que les médecins donnaient les yeux fermés des psychotropes aux enfants, que ces enfants sous psychotropes étaient ensuite agressés sexuellement par les gens qui en avaient la charge. Donc vous voyez, c'est toute une chaîne en fait des juges qui oublient de vérifier, de la police qui n'est pas saisie par le conseil départemental, de la médecine qui procure donc toutes les drogues possibles et imaginables permettant de faire en sorte que les gamins oublient de se révolter du coup contre les agressions sexuelles dont ils sont la charge. Et tout ça, en fait, quand on ressort des témoignages comme le fait Pierre-Marie Arias, eh bien tout ça, on dira oui, mais en fait, bon, regardez, c'est des pauvres enfants qui à la fin racontent n'importe quoi tellement ils ont été traumatisés. Mais on ne prend jamais tout ça au sérieux, sachant que en plus ces troubles traumatiques souvent tombent sous le coup du trauma, donc de l'oubli, c'est-à-dire du déni pendant des années et ne ressortent bien souvent, hélas, que des années plus tard sous forme traumatique extrêmement violente. Donc en réalité, on ferme vraiment les jeux et pour se dire qu'on agit, eh bien, on fait des opérations de com sur des poupées qui, certes, je vous cache pas que je suis très heureux qu'il y ait eu ces interdictions de vente de poupées gonflables à visage donc enfantin. Néanmoins, évidemment, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'agression d'enfants par ces gens-là, qui sont effectivement des gens qui, à mon avis, ont besoin de soins, mais qui vivent dans le fantasme. Mais bon, c'est peut-être rassurant de savoir qu'ils sont dans un premier temps purement dans le fantasme et pas dans le passage à l'acte réel avec des enfants effectivement en chair et en os. Donc voilà, donc ces questions-là posent, ces problèmes-là posent des questions immenses sur lesquelles tout simplement on ferme les yeux.